concernant ce vote qui est intervenu la semaine dernière, les députés de la 9e législature, par 81 voix pour, autant pour moi, 28 contre et 0 abstention, ont donné quitus au gouvernement béninois pour mettre en œuvre le budget gestion 2025. Et comme ce fut le cas l'année dernière, le Parti Les Démocrates, à travers ses députés, a voté contre ce budget. Selon vous, M. Julien Kiti, comment peut-on expliquer cette posture du Parti Les Démocrates? Mais avant de donner ma perception de la posture adoptée et donc du vote opéré par les députés du Parti Les Démocrates, il faut déjà dire que, il faut déjà exprimer ma satisfaction de savoir que, quoique combattu et rejeté par les députés du Parti Les Démocrates, le budget a été voté également et quand même, ce qui permet de savoir que la démocratie a ceci de positif, que la majorité, pour peu qu'elle soit qualifiée, permet d'avancer. Le pays ne s'arrête pas. Donc, 81 voix des députés de la majorité présidentielle ont suffi pour que le budget soit adopté et un budget qui connaît une augmentation de 11%, un budget qui va faire dans près de 40% orienté vers le social, c'est très important. Voilà. Et puis, il y a quand même pour quelqu'un, pour un régime dont le président est pratiquement en fin de règne, c'est bon d'être ambitieux. Moi, je suis disciple de Jean-Jacques Rousseau qui dit que lorsque vous cessez d'exister, vous cessez d'être ambitieux, vous cessez d'exister. Et donc, l'administration a une continuité, le pays va continuer à vivre, il faut être ambitieux jusqu'au bout. Bref, sur l'attitude des députés du Parti des démocrates, vous venez de le dire, je suis surpris et je ne le suis pas à la fois. Je ne suis pas surpris parce qu'ils nous ont habitués à ça. L'année dernière, ce sont 27 députés, donc presque la totalité, sauf la voix de Basile Arrossi, qui ont voté contre le budget. Je fais part de ceux qui étaient désagréablement surpris, parce que le budget de l'État, c'est quand même cet outil qui devrait mettre tout le monde d'accord. Les débats vont se faire, des amendements vont se faire, mais après, est-ce qu'ils doivent dire qu'à 75, 80, 90, 95%, ce qui est dans ce budget-là ne profite pas aux populations béninoises et c'est pourquoi ils votent. Ils votent contre parce qu'ils sont des représentants du pays, ils sont des élus nationaux. Certes élus dans les circonscriptions électorales, ils représentent tout le pays. Alors, rejeter si, par exemple, leurs collègues de l'UPR et du Bloc républicain faisaient la même chose. C'est-à-dire, on dirait au président de la République, retourne avec ta copie et on va commencer par exécuter les finances, les dépenses publiques par des voies d'exception que prévoit la Constitution. Ce qui ne garantit pas une certaine sérénité, une certaine largesse pour agir. Donc, bref, je trouve que c'est une attitude qui n'est pas vraiment digne des députés qu'on veut bien préoccupés par les intérêts, les besoins, les aspirations du peuple. Mais c'est une attitude qui est légale. Ah oui. C'est ce qu'il faut reconnaître d'abord, c'est-à-dire que c'est la loi qui permet qu'un député vote pour ou contre un budget. L'essentiel, c'est qu'il puisse, par respect pour la population, justifier, motiver son vote. Et je pense que la plupart des députés, les démocrates que j'ai écoutés, ont estimé que, bon voilà, on n'a pas prévu le recrutement de beaucoup d'enseignants à reverser, mais ils ont choisi des choses qui sont vraiment, selon moi, constituent un peu, c'est très important ce qu'ils disent, ça constitue une goutte d'eau par rapport à tout ce qui a été mis dedans. Mais c'est leur choix, il faut respecter, nous sommes en démocratie, mais il faut se réjouir que le budget est voté. Cette fois-ci, il faut voir que, y compris le député Basile Arrossi, donc a voté. Et je voudrais simplement, moi, me refuser d'être politiquement naïf pour penser que les députés là se sont comportés comme ça, sans se référer donc à la dynamique en cours au sein de leur formation politique et sans se référer à leur leader charismatique, l'ancien président Boni Yayi. Mais est-ce que dans un contexte actuel où il y a des sujets sur lesquels eux-mêmes, partis d'opposition, recherchent la concertation entre opposition, composantes de l'opposition, mais aussi
concertation avec les formations politiques de la mouvance présidentielle et allant vers la fin d'un mandat et des perspectives d'élections spéciales, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est stratégiquement correct de boycotter le budget de l'État, surtout le dernier que le président ou l'avant-dernier va exécuter? Je pense que c'est risqué, mais c'est leur droit et je respecte ça. On ne vous fait pas de procès d'intention de ne pas voter pour le budget de l'État, mais on veut juste comprendre les réelles motivations qui peuvent justifier. Parce que tenez, ce budget, on nous parle quand même de près de 41% d'actions sociales dans ce budget. Est-ce que vous allez démentir cela, par exemple? Permettez-moi de partir d'un exemple terre à terre. Oui. Qui pourra justifier, et qui justifie d'ailleurs la position du Parti Les Démocrates. Le seul parti aujourd'hui qui se réclame du côté de la grande masse. Cher ami, en 2016, oui, l'huile de cuisson au Bénin, le bidon de 25, était à 13 500 francs. Oui. Aujourd'hui, c'est à 40 000 francs. Mais là c'est la conjoncture. Hein. Pas au Bénin seul. Voilà, lorsque vous parlez de conjoncture, allez à côté, là, au Niger. Oui. Lui n'est pas à 40 000, le bidon est 25. C'est à combien? C'est pas à moi de vous le dire, vous êtes des journalistes, mais allez investiguer et vous pouvez faire la comparaison. Chaque pays a ses gouvernants. Et ce sont ces gouvernants-là qui décident d'agir sur les phénomènes, les situations qui pourraient rendre la vie difficile au peuple, afin de leur permettre de mieux vivre et de mieux affronter les difficultés. Dans un pays où les ministres vivent, les députés, les DG sont bien lotis, sont bien payés, où le peuple est obligé, le pauvre cultivateur est obligé d'aller payer l'huile à 2000 francs presque le litre avant de préparer à manger. Vous dites qu'on applaudit simplement, qu'on accompagne tel un épigone le budget de l'État. Maintenant, la vie est chère. Et quand on ne constate pas que le pouvoir manifeste cette volonté d'accompagner le peuple, on ne peut pas accompagner son budget. On ne peut pas voter pour son budget. Je laisse cet exemple. Regardez, aujourd'hui, tout le monde sait au Bénin qu'il y a des enseignants qui s'appellent AME. Si vous me dites que bon, c'est la conjoncture qui explique la cherté de la vie, oui. Dites-moi si le pouvoir talent n'a pas les moyens de redonner vie à l'école béninoise. Oui. En reversant ces enseignants sur qui est basée aujourd'hui l'école béninoise, le secteur public. Parce que je sais que le secteur privé existe. Je sais qu'ils sont conscients qu'il y a certains qui ont les moyens qui pourront aller payer plus de millions pour leurs enfants, même à partir de la maternelle. Et on les a créé des complexes bien lycée. Je ne veux pas savoir là où c'est. Mais pour ce secteur public, qui émane directement de l'État central, est-ce qu'on ne peut pas apaiser ces enseignants, leur dire, bon, allez en classe de façon gaie, en les reversant. Mais comme ce n'est pas écrit, noir sur blanc, dans le projet de budget, ne demandez pas aux députés qui appartiennent à la grande masse d'accompagner ce budget-là. Les AME attendent le reversement pour mieux se donner au travail. Si vous voulez, je vais partager avec vous-même des audios, des amis, des camarades AME qui m'ont appelé, qui m'ont fait des audios. Nous avons lu, en ce qui concerne le primaire, quelque chose, une ligne qui parle du reversement. Et ça dit qu'au secondaire, on ne veut pas nous reverser, on veut reverser le primaire parce que peut-être le ministre de l'enseignement primaire est le président des 3 ordres d'une commission en griffe. Je leur ai dit c'est de l'illusion. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien faire. Des gens ont appelé les députés de la mouvance présidentielle et leur ont demandé de nous aider, d'aider les enseignants, de les reverser. Ils disent, nous ne pourrons rien dire. C'est grave. Lorsque vous avez toutes ces informations, vous avez toutes ces données, vous ne ferez que jeter ce budget-là. L'une ne s'oppose à un pouvoir par méchanceté, par haine, par voie de fait. Il y a des données qui l'expliquent.
Lorsque c'est bon, on accompagne. Mais lorsque c'est mauvais, mais on dit non. Le Parti des démocrates a rejeté ce budget-là d'ordre de 3151 milliards de francs CFA environ. Oui. Pour des raisons terre à terre. Regardez l'électricité aujourd'hui au Bénin, le délestage. Avant-hier et hier, nous sommes restés comment? Peut-être que d'ici quelques minutes, on va nous arracher le courant. Mais c'est dommage, alors qu'on nous a promis dans ce pays vendre le courant à la Chine. Ou bien? Ah oui, et ce n'est pas encore... le contraire n'a pas encore été dit officiellement non plus. Et vous me direz que ce n'est pas trop tard. Voilà. Mais si en plus de 8 années de gestion du pouvoir, on continue d'observer le délestage du matin jusqu'au soir au Bénin, est-ce à dire qu'il aura du miracle? Non. Le pouvoir s'écarte des priorités et c'est ce qui le préoccupe. Et nous ne pourrons pas lui demander de faire autrement. Donc il y a plusieurs raisons qui justifient le rejet du budget. Vous avez la santé, le cas des dialysés, regardez. Moi je lis et on dit que bon, les dialysés, ce qui est prévu, c'est pour les fonctionnaires. Bon, expliquez, parce que les fonctionnaires, ceux qui travaillent, ceux qui ont le numéro matricule. Eux, ils ont la prise en charge. Ils ont la prise en charge, donc on veut se baser sur cela pour les accompagner. Et les autres? Mais en plus de cela, les produits liés, les produits à exporter qui sont liés à la dialyse sont désormais subventionnés. Mais qu'est-ce que vous parlez de la TVA? Mais qu'est-ce que vous parlez de subvention? Qu'est-ce que vous mettez dans subvention? On dit l'enfant de la pauvre dame commerçante au bord de la rue, dans un marché. Mais si ils ont quel moyen pour supporter une charge afférente à une maladie de dialyse? Mais dites-le moi. Moi, j'ai perdu, moi qui vous parle, j'ai la photo avec moi. J'ai perdu une nièce à l'orée des examens. À l'orée des examens du BPC, elle était en 3e. Si vous voulez, je cite le nom du collège. Vous voulez, je cite? Bon, allez-y. Au sujet fort. Oui. Au sujet fort. Et c'était l'insuffisance rénale? C'était l'insuffisance rénale. Ils ont tout fait, ils étaient fatigués. Les messages sont avec moi. Mais tonton, on est fatigué. On n'a plus d'argent. Lorsqu'on va faire l'opération une fois, elle se retrouve. On fait comment? Tu fais tout, tu envoies l'argent, on fait l'opération. Quelques jours après, le jour, j'allais même distribuer des kits d'examen dans le collège. Le matin, on me dit que la fille est morte. Une jeune fille. Mais, faute de moyens. Si les parents avaient les moyens, elle serait là, non? C'est ça. Donc, quand on parle de dialyse, on parle d'argent. À une objectivité, non, c'est mauvais. Ça ne se fait pas. La santé, la vie, ça fait partie des priorités de l'ODD. Devant la représentation nationale au palais des gouverneurs, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a sacrifié à la tradition en prononçant son discours sur l'état de la nation. Il y avait évidemment les députés, les membres du gouvernement et les tout nouveaux ministres conseillers nommés la semaine dernière seulement en Conseil des ministres. Quelle que soit la position que vous occupiez ce matin, je suis sûr que vous avez suivi ce discours du chef de l'État, n'est-ce pas, monsieur Mohamed? En effet, en effet. Alors, quelle appréciation faites-vous de ce discours? Merci beaucoup. Déjà, il faut situer ce discours sur l'état de la nation du chef de l'État dans son cadre légal. C'est un devoir consacré par la Constitution béninoise en son article 112, qui veut que chaque année, le président de la République puisse tenir un discours pour faire donner un aperçu de l'état de notre nation dont nous lui avons confié les rênes depuis quelques années. Il faut rappeler que c'est un discours qui ne donne pas lieu à l'Assemblée nationale où il se tient à un débat avec les députés. C'est à premier entendement à titre informatif de comment les choses se passent et ça dans les différents domaines de développement du pays. Donc, c'est déjà bien parce que cela relève de la vitalité démocratique du pays, mais également du respect de la légalité à l'intérieur de ce pays-là, que l'exécutif se prête à ce jeu-là régulièrement. Ça a été fait, nous en sommes déjà heureux. Dans la forme, le discours a tenu dans son temps, puisqu'il n'a pas ennuyé,
et on a été tenu en haleine du début jusqu'à la fin. Puis enfin, dans le fond, je pense que l'appréciation qu'on peut en faire, c'est d'abord ce que ça a suscité des premiers atteints par ce discours-là. Je veux parler des députés à l'Assemblée nationale. Et vous avez vu les valses d'applaudissements qui ont ponctué par endroits la diction du président de la République. J'ai eu deux sentiments à l'issue de son discours. Le premier, c'est que il est resté tel que je l'ai perçu moi. Il est resté égal à lui-même, tel que je le perçois. Le second, c'est une déception. C'est deux sentiments contradictoires. Mais j'ai été déçu par la chute du discours. Maintenant, le premier sentiment, je l'ai eu, j'ai trouvé un homme qui un peu un tantinet suffisant, qui utilise la ruse et qui ne se remet jamais en cause. Et ça, je trouve que pour un être humain, fût-il président de la République, pour un être humain, c'est pas bon. C'est trois sentiments. Comment j'ai trouvé qu'il est suffisant? C'est le ton, c'est la façon dont il aborde les questions. Il a abordé tous les problèmes, pratiquement. Oui. Il a abordé tous les problèmes. Mais aucun problème n'a jamais été à la faute de sa gouvernance. Si vous prenez le premier problème qu'il a abordé, celui du terrorisme. Celui du terrorisme, non, c'est pas sa faute, c'est parce que les autres États, les terroristes sont trop libres au niveau des autres États. Ce n'est pas bien pour un fléau de ce type. Quelles que soient les relations que vous avez avec les autres États, ils sont aux prises avec ça comme vous. Ce qui est important, c'est de dire les efforts qu'on va faire ensemble. Mais dire non, ils nous attaquent parce qu'ils sont laissés trop libres, en liberté. C'est comme si les autres s'amusaient avec. Ce n'est pas bien pour toutes les vies qui sont perdues dans ces États. Et qui, comme nos vies, si par exemple quelqu'un à l'extérieur, dans un autre État, dit le Bénin s'amuse avec les terroristes, je le reprendrai pour dire non, tu n'as pas de respect pour les vies que nous perdons. On ne s'amuse pas. Donc, c'est peut-être ces relations avec les autres qui lui font dire ça. Voilà une gouvernance qui a été fâchée avec tout le monde dans les environs. Comme j'ai eu le plaisir de le dire, il n'y a qu'avec l'océan qu'on s'entende. Tous les autres, il y a eu toujours des raisons et d'autres. Tous les pays limitrophes. Oui, tous les pays limitrophes, on est fâchés avec. Et ça, c'est grave. C'est grave quand même. C'est extrêmement grave. Bon. Donc, ne se remet pas en cause. Voir le problème chez les autres. Bon. Si vous prenez l'exemple, je vais prendre au hasard, l'électricité. Oui. Bon, on nous a dit, oui, on peut même vendre l'électricité moins cher qu'en Chine. On est parti dire ça en France. Et puis, patatras, on commence à revoir les ambitions. On commence à revoir les délestages, les coupures. Bon, on nous a vanté que c'est la vétusté des installations et qu'on va moderniser et tout ça, et c'était la raison. Maintenant, lui, patatras, il trouve que c'est parce que nous sommes victimes de notre succès. C'est-à-dire, on a tellement réussi que les gens viennent prendre et patatras, on retombe dans les... Non, je pense... Et puis, ruse, vous voyez, sur ce plan-là, il dit non, d'ici 24 mois, ce sera passé. Notez bien, 24 mois, c'est décembre 2026. Toutes les élections sont passées. Donc, tout le Bénin peut être plongé dans le noir. Lui, il a fini, il est parti. Et puis, nous allons en souffrir, nous ne pourrons rien faire. Donc, il nous renvoie à une échéance
où bon, plus personne ne viendra lui demander des comptes. Vous comprenez? Oui. C'est extrêmement grave. Bon, le sentiment c'est-à-dire ne pas... Le mépris. La question de la vie chère, bon, Oui. ce n'est pas lui, hein, c'est pas sa gouvernance. Non, non, non. C'est la guerre en Ukraine, c'est le Covid, c'est ça. Et puis bon, et puis il avance, ça se développe malgré les crises. Malgré les crises. Comme si certains de ces communicateurs, les communicateurs de la mouvance ont dit, voilà, les autres n'ont pas connu de crise. Nous, on en a connu. On a connu Covid, on a connu ci. Et puis, bon, on a quand même fait tout ça. Les autres n'ont connu aucune crise et n'ont rien fait. Je voudrais dire, m'inscrire en faux contre ça. Et je crois que vous avez le système politique et économique mondial que l'on connaît, c'est des crises à répétition. C'est des crises. Et nos gouvernants tombent comme ça dans des crises, dans des périodes de crise et s'organisent pour gérer. Vous vous rappelez la dernière, dont je me rappelle très bien, c'est la crise économique de 2008. Oui. Qui a commencé beaucoup plus tôt, on ne sait pas. Ça a commencé depuis le second semestre de 2006. Avec les subprimes. Oui. Vous comprenez? Oui. Et puis, cette crise qui a été une crise très profonde. Absolument. Et qui a provoqué l'effondrement du système financier mondial. Voilà. On parlait de crise financière internationale. Voilà. Vous avez vu comme la Grèce ont failli. Exactement. Ah, oui. Vous avez suivi. Il a fallu que l'Union européenne se mobilise pour que la Grèce ne fasse pas banqueroute. Dans la banlieue londonienne, les mouvements à caractère insurrectionnel. Bien sûr. Et puis, les indignés qui faisaient des manifestations. Il y a eu même des indignés au Bénin ici. Je peux vous donner le nom de quelqu'un qui a fait des manifestations des indignés de l'époque au Bénin ici. Donc, et on se rappelle les conséquences de cette crise, c'était la vie chère. Ouais. Vous vous rappelez la chanson de Besson à l'époque sur le riz? Oui, oui. Le riz est cher et tout ça. Tout ce qui était importé était cher. Mais nos amis ne se souviennent pas. Et ils ont raison de ne pas se souvenir. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, des mesures avaient été prises pour que ça se sente le moins possible. S'ils avaient ressenti ça, ils se souviendraient. C'est parce qu'ils n'ont pas ressenti qu'ils sont aujourd'hui là à dire non, non, ils n'ont pas connu de crise et ils n'ont rien fait. C'est à l'actif du chef de l'État parce que cela dénote de l'honnêteté dont doit faire preuve le premier magistrat du pays. Ce serait quand même faux de venir dire que tout est rose. Vous voyez, donc commencer d'abord par reconnaître là où ça n'a pas marché ou là où l'effort consenti n'est pas encore à la hauteur de l'espérance. Parce que lorsqu'on dit ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que les efforts sont vains. Le président de la République a dit, c'est parce qu'on n'est pas encore satisfait du résultat que ça donne, de là où on a mis la barre haute pour nous-mêmes. Mais en analysant en fait cette réalité-là, il faudrait que le président de la République ne s'afflige pas de trop, parce que c'est une réalité qu'on n'a pas connue de par les années antérieures. C'est une nouvelle donne qui nous est imposée par la réalité géopolitique des pays du Sahel. Donc, moi je pense que la réaction et les résultats de la réaction du Bénin sont quand même louables. Sont louables parce que ces mêmes comment on appelle, contraintes-là sont subies par des États du Sahel qui sont eux-mêmes surtout la source de ces agents terroristes-là, et il y a des efforts colossaux, des moyens vraiment faramineux qui sont déployés pour lutter contre ce phénomène du terrorisme-là, mais pourtant, le résultat demeure ce qu'il est dans ces pays-là. Donc, pour un pays qui déploie peut-être moins d'efforts, peut-être à cause des moyens qui ne sont pas encore à la hauteur des pays comme le Mali, comme le Niger, je pense que l'effort qui est fait et le résultat que ça donne est louable. Il faut le reconnaître. Et il faut surtout encourager à ne pas baisser les bras. Parce que tant que le phénomène n'est pas éradiqué, qu'il n'est pas totalement maîtrisé, on ne saurait dormir sur nos lauriers.
Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, nous voyons, hein, et nous en sommes témoins, tous les efforts qui sont faits dans le domaine de la coopération militaire, les appuis que nous recevons des pays amis, dans ce sens-là, en matière d'intelligence militaire, en matière de matériel et d'équipement, pour contrecarrer cette avancée-là du phénomène terroriste dans le nord du pays. Nous encourageons le gouvernement à faire davantage, à maintenir la cadence, et par la grâce de Dieu, la paix ne sera jamais compromise autant à l'intérieur du pays qu'au niveau de ses frontières. Très bien, très bien. Toujours dans le discours du chef de l'État, nous sommes victimes de notre propre succès. A-t-il dit concernant les couacs qu'on continue d'enregistrer dans le secteur de l'énergie, notamment au niveau de la disponibilité du courant électrique dans les ménages et dans les entreprises. Oui. Il a avancé comme argument aussi qu'il y a une explosion des entreprises, des industries, et que c'est tout ça qui fait que bon, les attentes ne sont pas encore comblées. Et il a semblé annoncer que d'ici 2 ans, que la situation d'insatisfaction au niveau de l'électricité sera jugulée. Est-ce que vous, de par votre posture de mouvancier bontin, vous pensez réellement que le chef de l'État est réaliste quand il parle de d'ici 2 ans? Bon, je n'ai pas besoin d'être mouvancier pour donner une appréciation, parce que on apprécie ce qui est et on fait des projections, et pour cela, ça n'a pas besoin d'une coloration politique. La victimisation que fait le président de la République est une victimisation positive, parce que quand on dit nous sommes victimes de nos propres succès, c'est une manière de dire que ce que nous avons tellement bien fait a engendré d'autres besoins qu'on n'est pas encore en train d'arriver à combler. C'est positif, il faut le voir dans ce sens-là. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui est annoncée par le président de la République. Et connaissant le président et toute son équipe des fins planificateurs, je ne le vois pas dans une posture de démagogie, en train d'annoncer du vent au peuple béninois, pas du tout. Donc, s'il en a parlé dans un discours qu'il a pris le temps de rédiger et de peaufiner, c'est dire, comme on le dit hein, chez nous, que quand un aveugle te dit qu'il va te lancer la pierre, il n'ira pas la chercher loin. Sa plante de pied est déjà sur cette pierre-là, donc il ne saurait le dire sur du néant. Et vivement, réellement, que d'autres réalités, d'autres contraintes ne viennent pas empêcher ou ralentir cet élan-là qui a été annoncé, mais dont nous avons déjà vu les réalisations. Eh bien oui, aujourd'hui, l'accès à l'énergie électrique est une réalité pour bon nombre de Béninois. Demander un compteur, il y a même eu plein de promotions où les gens avaient aisément accès à la demande et à l'installation de leur compteur électrique pour avoir accès. Et puis on voit le grand effort qui est fait et les résultats qui sont là par rapport à la disponibilité de cette énergie électrique-là. Et donc, si ça continue ainsi, je pense que cette annonce faite par le président de la République ne peut que se réaliser dans les années à venir.